messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette 7e rencontre annuelle du biocontrôle organisée par IBMA. Alors, on va faire le point sur ce sujet important qu'est le biocontrôle. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Jean-Paul Hébrard, je suis rédacteur en chef de TV Agri. Et vous allez voir, cette émission, elle est totalement interactive. Vous êtes plus de 700 à nous suivre actuellement en direct. Vous allez pouvoir nous poser vos questions. C'est très simple, vous envoyez vos questions. Et c'est Flora Limache qui me posera directement la question que vous souhaitez. Et puis, je la poserai, moi, directement à nos intervenants. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Layani. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Stéphane, vous êtes président du marché international de Rungis. Alors vous allez être notre grand témoin et je vous en remercie. Mais tout d'abord, peut-être une première question. Quels sont vos attendus autour de ces débats autour du biocontrôle? Ils sont énormes Jean-Paul parce que je n'y connais strictement rien. Je suis un peu comme le consommateur final. Que c'est du biocontrôle les consommateurs? Et pourtant, avec cette crise du Covid, on s'est aperçu que le consommateur s'intéressait de plus en plus à avoir une alimentation saine. C'est normal. Il était à la maison, il faisait 4 repas par jour, il les cuisinait, et donc il apporte une attention particulière à la manière dont sont faits les produits. Nous, on le voit bien à Rungis, plus de local, plus de bio, plus de français, plus de raisonné. Tout ça fait que la manière dont sont faits les produits, ça intéresse le consommateur, ça intéresse l'aval, ça intéresse les distributeurs. Alors, j'ai menti. Je connais un peu le biocontrôle parce que j'ai eu un jardin. Et dans ce jardin, je mettais parfois des coccinelles. C'est une forme de biocontrôle. C'est du biocontrôle. Et donc, ça nous intéresse. Retour aux sources. Bon, Stéphane, merci beaucoup. On va se retrouver en fin d'émission, puisque vous êtes notre grand témoin. On vous retrouve à la fin d'émission. Mais juste avant, on va aller à la rencontre d'un utilisateur de solutions de biocontrôle, Top Image. Je m'occupe d'un verger de 160 hectares à la société Brun Production dans le Tarn-et-Garonne, sur la commune de Ascq. Verger composé de 145 hectares de pommiers et 15 hectares de kiwis. Alors, les techniques de biocontrôle développées sur l'exploitation remontent à une quinzaine d'années maintenant. Elles ont été associées à d'autres techniques, à savoir les techniques d'insectes-proof, qui permettent de fermer les vergers pour limiter les attaques de carpocaps. Donc, on a utilisé principalement le virus de la granulose, en l'occurrence, et puis les BT, bien sûr, pour compléter cette stratégie. La confusion sexuelle a été mise dans le verger il y a 15 ans et aujourd'hui on travaille avec la double confusion qui permet de lutter contre le carpocaps et contre la tordeuse. Aujourd'hui on peut dire que ces techniques sont efficaces par rapport à la pression carpo qui aujourd'hui est relativement faible. On a eu il y a 2 ou 3 ans de ça des pressions tordeuses importantes et avec les solutions alternatives, on a réussi à protéger nos récoltes. Alors toute la gestion du verger est liée à des stations météo. Qui nous permettent de la connaissance en temps réel des températures, des vitesses de vent, des niveaux d'hygrométrie, des durées d'humectation que l'on a dans nos vergers. Et cela nous permet d'adapter notre stratégie la plus proche possible du risque du bioagresseur.
grosse voix. Quelle place pour le biocontrôle dans les politiques publiques? C'est le thème de cette première table ronde. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline Barthé. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes présidente d'IBMA France. Merci d'être parmi nous. Juste à vos côtés, Dominique Potier. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors vous êtes député de Meurthe-et-Moselle. Et puis à ma droite, Denis Velu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission viticulture de la FNSEA et bien sûr aussi viticulteur. Céline, peut-être la première question pour vous. Le titre du colloque, c'est « Comment atteindre 30% du marché en 2030 ?» Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce titre ? Alors, pourquoi ce titre ? Déjà, peut-être quelques petits éléments de contexte. D'après les derniers chiffres d'IBMA France de 2019, les solutions de biocontrôle représentent environ 11% du marché de la protection des plantes. Donc, vous voyez, 2019-2030, en 10 ans, il va falloir ni plus ni moins qu'on multiplie par 3. Donc, c'est un vrai challenge, mais on verra, je pense, à la suite dans nos échanges, que nous avons différents leviers pour atteindre cet objectif très ambitieux, il est vrai. Un véritable challenge. Dominique Potier, vous êtes ou vous étiez agriculteur? Dites-moi, et est-ce que vous utilisez des solutions de biocontrôle sur votre exploitation? Oui, tout à fait. Je suis agriculteur. Je n'exerce pas le métier en ce moment, parce que je fais mon mandat de député à plein temps. Mais dans ce mandat de député, j'œuvre à fond pour le biocontrôle, et depuis quelques années. Et justement, vous utilisez des solutions de biocontrôle sur l'exploitation? Alors, on est en agriculture biologique, donc on a peu besoin pour les cultures élevage de ces solutions de biocontrôle, mais bien sûr, ça nous arrive. Et puis, je pense surtout à l'ensemble de l'agriculture conventionnelle et toutes les autres formes d'agriculture que la polyculture élevage. Bien sûr, le biocontrôle est une arme pour le futur. C'est un outil, je le dirais tout à l'heure, de réconciliation entre nature et culture scientifique. C'est un outil de réconciliation entre la société et l'agriculture. Et c'est surtout un point d'équilibre entre la puissance publique et la puissance privée qui va permettre son déploiement. Alors justement, comment vous inscrivez le biocontrôle dans la transition agroécologique que vous défendez depuis quelques années? Alors, c'est un outil qui est au service de cette transition agroécologique. Et ce dont je me réjouis, c'est qu'il y a une sorte de continuum démocratique, politique, en dehors des majorités. Sous la précédente majorité, nous avons fait un pas décisif en apportant une définition du biocontrôle. C'est important que juridiquement on ait une définition. Cette définition doit elle-même évoluer, mais en tout cas l'acte politique a été posé. On a également créé au niveau de l'ANSES des moyens inédits en ouvrant des capacités de recrutement de ressources humaines et de déplafonnant les crédits pour l'ANSES. Et on a créé un coupe-fil, c'est-à-dire une sorte de circuit privilégié pour le biocontrôle afin qu'il soit mieux traité que les autres solutions chimiques pour accélérer cette transition, apporter des solutions aux agriculteurs. Je crois que cet effort-là, aujourd'hui, il faut l'amplifier. Moi, je me réjouis que la stratégie nationale biocontrôle que j'ai portée dans la loi Egalim prenne forme dans un texte que nous partageons totalement. Que dit ce texte? Il faut renforcer les moyens de la puissance publique, il faut qu'on puisse accélérer et simplifier les procédures d'autorisation. Il y a un vrai sujet entre l'EFSA européenne et l'ANSES avec des files d'attente qui sont un peu insupportables. On manque de moyens, la loi le permet, il y a un plan de relance, il faut y aller. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour accélérer la recherche, accélérer les procédures administratives et apporter des solutions à des agriculteurs, à une société qui ne demande que ça. Donc c'est le grand point d'accélération. Dominique Velu, vous nous venez tout droit de Champagne, vous êtes producteur de champagne. Justement, sur votre exploitation, vous utilisez du biocontrôle? Oui, c'est utilisé, je dirais un peu comme tous les viticulteurs de France et de Navarre, puisque le soufre est le premier produit de biocontrôle. Enfin, on ne le savait pas à l'époque, mais il est rentré comme le premier produit de biocontrôle. Et je teste aussi des solutions avec d'autres produits de biocontrôle, mais en accompagnement encore sur les cultures pérennes, comme la vigne, c'est très compliqué de ne faire que du biocontrôle. Donc, il est utilisé en association pour limiter justement l'IFT de produits chimiques. De façon globale, quelle est la perception du biocontrôle par les agriculteurs? Alors, pour parler au nom de tous les agriculteurs, c'est vrai que c'est une façon de protéger les plantes différente, nouvelle, novatrice. L'agriculteur, pour le moment, manque un petit peu de repères, puisque c'est nouveau. C'est une autre approche aussi de la protection des végétaux, puisque là, on va pas. C'est pas du binaire, c'est vraiment, on va accompagner, aider la plante soit à se renforcer face aux bioagresseurs, soit faciliter des auxiliaires pour protéger la plante. C'est quand même un autre concept et il faut quand même du temps et des moyens et beaucoup de pédagogie pour accompagner les agriculteurs pour qu'ils y arrivent. En France, nous sommes assez en avance en matière de biocontrôle. Est-ce que pour vous, c'est bien sûr positif, mais est-ce que vous ne redoutez pas quelque part qu'à l'échelon européen, justement, cette avance soit peut-être remise en cause? Est-ce qu'il y a un problème quelque part?
Alors en effet, comme le disait M. Potier juste avant, la France est le premier État membre en Europe à avoir inscrit dans le Code rural une définition du biocontrôle, qui plus est à 2 niveaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a le biocontrôle au sens large, et puis il existe aussi ce qu'on appelle plus communément la liste officielle des produits de biocontrôle, qui est mise à jour mensuellement et qui est un petit peu plus restrictive. Et effectivement, on sent que pour aller encore plus loin, eh bien, il faut les déployer. Donc en France, on a ce cadre qui existe. La cible suivante, bien sûr, c'est l'Europe. Ça fait partie d'ailleurs de cette stratégie nationale qui était citée. C'est l'axe 4 de cette stratégie. On sait par ailleurs que la France va prendre la présidence du Conseil de l'Europe au 2e semestre de 2022. Ça donnera, à n'en pas douter, un coup d'accélérateur à cette reconnaissance européenne du biocontrôle qu'IBMA France supporte. Dominique Potier. Et pourquoi est-ce que nous sommes ici ? Nous sommes ici pour demander au président Emmanuel Macron d'inscrire à l'agenda européen du premier semestre 2022, dans le cadre du New Green Deal, dans le cadre de procédure Farm to Fork, d'inscrire l'accélération, alors d'une taxonomie, c'est un nom un peu barbare, mais c'est de la définition précise de ce qu'est le biocontrôle à l'échelle européenne. Et qu'on crée les mêmes accélérateurs que nous avons su créer il y a quelques années sous la précédente majorité en France, à savoir une inscription en coupe-fil, une reconnaissance européenne, une communication possible entre les États membres et une coopération des instituts scientifiques. S'il y a une perspective One Health sur le sol, sur le végétal, et qui a des conséquences sur la santé des animaux, sur les épizooties et sur la santé humaine, c'est bien à la racine, dans le soin aux végétaux, qui est une alternative à la chimie. Écoutez, de manière assez pacifiée aujourd'hui, on peut dire que la chimie est née dans l'après-guerre et qu'un siècle après, dans les décennies qui viennent, elle va s'éteindre comme solution majoritaire et laisser place à émerger à de nouvelles alternatives. Eh bien, c'est le moment, en Europe, d'accélérer en prenant exemple sur ce qu'on a fait en France et que nous déployons. Nous avons des opérateurs historiques, des grandes sociétés, nous avons des start-up qui aujourd'hui ont trouvé à travers l'IBMA un lieu de dialogue, de coopération. La puissance publique doit tout faire pour accélérer ça et le porter à l'échelle européenne. C'est une formidable espérance. Alors, justement, vous avez beaucoup parlé de la stratégie, du déploiement de cette stratégie. Nous sommes en contact avec Virginie Alavoine. Virginie, est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes chef du service des actions sanitaires en production primaire à la DGAL au sein du ministère de l'Agriculture. De façon très courte, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les avancées du déploiement, justement, de cette stratégie nationale de biocontrôle ? Oui, merci, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Alors là, les différents participants là, ont évoqué cette stratégie du biocontrôle. Je pense que c'est vraiment primordial parce que, avant de rentrer dans le détail, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un acte, au-delà d'un schéma classique, c'est un acte politique assez fort et qui s'inscrit vraiment dans la stratégie aussi européenne de Farm to Fork. Voilà dans quoi on s'inscrit, comme le disait Dominique Potier. Il est vraiment important qu'on porte au niveau national cette stratégie et qu'on essaye de la porter au niveau européen. Il ne faut pas qu'on s'arrête aux frontières de notre pays, mais il faut vraiment qu'on la porte au niveau européen pour impulser le développement de ces produits. Et ça trouve vraiment sa place dans tous les textes qui ont pu être rédigés par les instances européennes, que ce soit le Green Deal, la stratégie Farm to Fork. Le biocontrôle a vraiment toute sa place à prendre et répond aux objectifs européens. Donc c'est vraiment un enjeu très important et c'est pour ça que je répète que, de mon point de vue, cette stratégie, au-delà d'un plan classique, est vraiment un acte politique fort. Est-ce que vous m'entendez ? Juste pour vous couper, justement pour rester sur le chapitre Farm to Fork, Céline Barthé, est-ce que justement vous attendez des opportunités, des perspectives ? Forcément, c'est quelque chose qu'on accueille positivement puisque ça décline au niveau Europe ce qu'on connaît en France depuis plusieurs années, qui avait été initié avec le Grenelle, c'est-à-dire qu'on va vers une baisse progressive des produits phytopharmaceutiques conventionnels. Donc ça va forcément être un levier, on parlait à l'instant de déployer ou de reconnaître le biocontrôle au niveau européen, ça va forcément y faire écho. Ça va être intéressant pour les pays qui ne sont pas encore dotés de dispositions nationales
Il faudra juste faire attention en France de ne pas avoir, si vous me permettez l'expression, cet effet un peu millefeuille de venir superposer des nouvelles dispositions à ce qui existe déjà en France et qui globalement fonctionne correctement. Dominique Potier, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le biocontrôle, ce n'est pas vraiment connu du grand public, on le sait. Justement, quand vous en parlez avec vos autres collègues, députés, amis parlementaires, est-ce que c'est connu, pas connu? Est-ce que c'est compliqué des fois de prendre des décisions sur le biocontrôle qu'on ne connaît pas? Non, je crois que c'est de plus en plus connu, c'est de plus en plus attendu. Alors bien sûr, les agriculteurs qui ont plein d'autres soucis attendent des solutions simples dans leur mise en œuvre. Ils attendent, vous l'avez parfaitement dit au nom de la FNSEA, une assurance par rapport au risque, donc d'être sécurisé dans la mise en œuvre des produits. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, on a quelques instruments qui doivent faciliter ce déploiement. Parce que le biocontrôle n'est qu'un outil technique, une technologie, l'application d'une science dans une démarche agronomique qui est plus large. Je me réjouis que la reconnaissance d'HVE3 soit un accélérateur de cette agroécologie. Et dans cette stratégie d'HVE3, la prise en compte des solutions de biocontrôle sont totalement pertinentes. Je me réjouis qu'il y ait un plan protéines qui permettent de refaire de l'agronomie, d'organiser notre autonomie en protéines pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine. Et là aussi, des solutions de biocontrôle vont s'inscrire dans un allongement des rotations. La perspective des mosaïques paysagères, des métailles ouvre de nouvelles perspectives. Donc c'est bien, il n'y a pas une solution. Il y a le biocontrôle qui, combiné à un retour de l'agronomie, à une reconnexion de l'élevage et des grandes cultures, apporte une révolution verte aujourd'hui très attendue. Je redis ici, parce qu'on est là pour poser des actes, notre confiance dans le président de la République pour que la cause du biocontrôle avance en Europe dans le premier semestre 2022. Le message est clair. Dominique Velu, justement, comment encourager, vous qui êtes agriculteur, viticulteur, comment encourager le recours au biocontrôle en France? Quelle technique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait déjà avoir une offre très large pour répondre à toutes les problématiques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut proposer aussi des solutions qui soient viables économiquement ou aider à la transition, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce que je disais tout à l'heure. Une solution assez basique, on a un agresseur, on a une réponse, ça c'est ce que j'ai appris quand j'ai démarré dans la carrière. Maintenant, on sait qu'on a toujours des problèmes, souvent de plus en plus complexes, et que pour apporter une réponse, eh bien, il faut mettre bout à bout plusieurs fragments de solutions. L'agronomie, les produits, etc. Il faut mieux connaître les parasites, donc tout ce qui est recherche sur les parasites, sur leur évolution, sur leurs conditions d'apparition. On a encore de très grosses lacunes pour pouvoir aussi travailler sur des OAD et puis conseiller. C'est surtout des plateformes de démonstration. Au champ. Au champ, voilà. Il faut bien montrer ce qu'il en est. C'est énorme. Denis l'a dit, est-ce que l'offre est suffisante aujourd'hui en solution de biocontrôle? Céline? Alors c'est vrai que j'ai mentionné ce 11% qui progresse d'année en année. Après, si on descend par culture, il faut bien reconnaître que tout ce qui est vigne, arbo, maraîchage, les VAM sont souvent bien mieux lotis que les grandes cultures. Ça, c'est un état de fait. On sait néanmoins, d'après les enquêtes qu'on fait auprès de nos adhérents, que dans les produits qui arrivent à 2 ans, voire un peu plus loin, il y a un focus qui est fait sur ces grandes cultures, il y a beaucoup de projets de recherche, mais c'est vrai que le pas de temps est long, on est sur du développement, donc à chaque fois... Ça arrive. Mais ça arrive, voilà. Vous êtes plus de 700 à nous suivre en direct. Flora Limache, est-ce qu'on a une question à poser à nos invités? Flora, est-ce que vous m'entendez? Pas de question? Si. Ah, juste une question, alors. Je vous écoute. Ravi de vous avoir en ligne. On a effectivement une question de la part de Pascal Trémaud de Phytoservice par rapport à la liste des produits de biocontrôle. Il y a d'un côté la définition des produits de biocontrôle dans le code rural, également la liste administrative des produits de biocontrôle, et on a aussi des substances de base et substances à faible risque. Ne pouvons pas avoir simplement une liste échappant aux contraintes pesant sur les produits phytosanitaires conventionnels? Dominique Potier. Alors, il faut se garder de tout angélisme. C'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est inoffensif. Donc, et en ça, il faut que l'ANSES fasse son travail de sécurité. Il le fait bien. Il ne le fait pas assez vite d'après les opérateurs, c'est ce que j'entends. Donc il faut qu'il se dote de moyens et il faut que l'État
donne comme mission à l'ANSES d'aller plus vite et plus fort en recrutant les compétences nécessaires à la fois pour les autorisations et puis par ailleurs déploie tous les moyens de la recherche au sein de l'INRAE pour accélérer les solutions. Vous savez, il y a aussi des questions administratives. C'est ce qu'évoque cette question qui est très pertinente. Il y a aujourd'hui, je ne vais pas être dans le détail, mais il y a un produit, c'est un message à Julien de Normandie, je le dis en confiance. Il y a des produits pour la septo aujourd'hui qui concernent les grandes cultures. Septoriose. Septoriose, bien sûr, qui sont bloqués dans des listes d'attente européennes parce qu'on a dénoncé ici un néonicotinoïde, etc. dans cette liste. Mais c'est ubuesque. Il faut aujourd'hui retrouver une fluidité, en aucun cas minorer les questions de sécurité, qu'on soit dans le biocontrôle ou dans les produits traditionnels, mais on ne peut pas administrativement et politiquement, par nos défaillances, par inertie ou par désinvolture, freiner ce que la science et l'esprit d'entreprise offrent aujourd'hui comme solution, comme antidote à l'agribashing, comme solution attendue par nos concitoyens. On vit une crise sanitaire. On sait qu'il y a un lien entre le sol et la santé humaine. Au cœur de ces dispositifs, il y a un outil formidable qui est animé aujourd'hui par un esprit, encore une fois, d'innovation que nous devons tous saluer. Il faut que la puissance publique encadre et déploie, vous l'avez dit, bien sûr, plus fortement ce dispositif, mais surtout, il faut qu'il lui permette de se développer. Une seconde question peut-être, Flora. Oui, Jean-Paul, nous avons une deuxième question de la part de Christian Leroux de la société M2I. C'est par rapport au délai d'évaluation de l'ANSES. Christian mentionne que le directeur général de l'ANSES reconnaît devant les commissions parlementaires que le délai de traitement des dossiers de biocontrôle est de 450 jours au lieu de 6-8 mois prévus dans la loi. Comment faire accélérer les délais? Céline. Oui, alors je partage le constat, effectivement, même si on a pu noter une nette amélioration ces dernières années avec un raccourcissement des délais, on n'est pas encore dans les délais impartis. Solution, des moyens humains sans doute. Je pense qu'en premier lieu, ce serait d'étoffer encore plus les équipes dédiées biocontrôle à l'ANSES. Ça serait peut-être la première des choses à faire. Très pragmatique. Céline Barthé, Denis Velu, Dominique Potier, merci beaucoup. Mais juste avant, on va lancer donc un témoignage. C'est un viticulteur dans la région de Bordeaux. Vous allez voir, il utilise lui aussi des solutions de biocontrôle. Top image. Je suis chef de culture d'une propriété de 120 hectares où on retrouve essentiellement 4 cépages, du merlot noir, du cabernet sauvignon, du petit verdot et du cabernet franc. Ça représente à peu près entre 800 et 900 000 pieds de vigne. On a aussi 7 hectares et demi de blanc où là on retrouve de la muscadelle, du sémillon et du sauvignon. Je gère une équipe de 30 personnes environ et on emploie des biocontrôles à base d'amylo-oléique effaciens, de souche D747. On s'en sert essentiellement au stade A pour la lutte contre le botrytis et en même temps pour respecter les résidus qui est très 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 important aujourd'hui pour nous, pour qu'on ne retrouve rien au niveau des vins et voilà. On fait de la confusion sexuelle depuis 2006 où là on fait l'intégralité du vignoble. On se retrouve pour ce second plateau, donc le biocontrôle face à la séparation du conseil et la vente. On le sait, c'est une question qui est importante et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, si vous souhaitez, vous pouvez quitter vos masques, Philippe Noyau, qui est président de la commission production végétale de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, vice-président du contrat de solution. Bonjour. Philippe. Juste à vos côtés, donc Ronan Goff, vice-président d'IBMA France. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Olivier Ruc, bonjour. Vous êtes chargé de dossier séparation conseil vente au sein de la Direction générale de l'alimentation, qu'on connaît bien sûr sous le terme de DGAL. Et Claude Bizieux, bonjour Claude.
Bonjour. Vous êtes directeur approvisionnement des territoires et de la vie coopérative et référent biocontrôle au sein de l'ACAMN. Alors, c'est vrai, Claude, je vais démarrer par vous, mais juste avant de vous donner la parole, ce qu'il faut savoir, c'est que on a été voir un de vos producteurs adhérents pour savoir justement ce qu'il pensait un peu en matière de conseils, quelles étaient ses attentes en matière de conseils liés aux produits de biocontrôle. Top image. Conseil, aujourd'hui, c'est beaucoup de notre travail au quotidien, nos observations, les répétitions. Donc c'est beaucoup du visuel et de l'observation au champ. Mais on est aussi beaucoup sollicité par des fournisseurs qui peuvent nous proposer des nouvelles solutions, qui viennent sur nos exploitations, qui regardent nos essais, on rééchange. Derrière, on peut repositionner d'autres protocoles et toute une partie conseil, technicien local, type CDDM, ou des qualiticiens de notre structure, de notre coopérative, et tous les fournisseurs locaux, comme la CMN, qui nous accompagnent depuis plusieurs années sur ces projets. Derrière tout ça, nous, on donne des informations à nos qualiticiens et on fait tout un travail avec nos collègues dans notre coopérative pour faire un passage d'informations afin de pouvoir tout de suite retransposer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est que sur les différentes gammes et espèces potagères que j'utilise sur mon exploitation, que je produis, j'aimerais avancer plus vite. Et pour ça, avancer plus vite, il faut trouver des solutions en interne ou bien même avec les gens qui nous entourent. Et ce qui me manque aujourd'hui, j'aimerais avoir quelque chose peut-être de plus global ou peut-être plus national, un guide des bonnes pratiques qui nous permettrait à tout à chacun d'utiliser tel ou tel biocontrôle pour lutter contre des ravageurs ou des maladies sur nos cultures. Claude Bizieux, on le voit, les attentes de David Dubois sont différentes pour les produits biocontrôle. Est-ce qu'on peut généraliser cela à tous les autres adhérents ou producteurs de votre coopérative ? Alors en préambule, ce que l'on peut dire, c'est que ça mène une coopérative d'approvisionnement complètement dédiée aux cultures spécialisées, essentiellement maraîchage, arboriculture et viticulture. Et c'est une démarche qui a été engagée depuis longtemps au sein des filières spécialisées. Et la CMN a pris cette orientation depuis 1995 pour accompagner le développement du biocontrôle. Bon, alors on va parler justement séparation du conseil et de la vente. Olivier Ruc, on vous a fait venir pour faire de la pédagogie. Où en est-on aujourd'hui, ou plutôt faites un point synthétique sur cette séparation du conseil et de la vente. Bien, bonjour à tous. Donc la séparation vente-conseil, on a basculé dans ce nouveau monde depuis le 1er janvier 2021. Donc depuis cette date, l'ensemble des entreprises qui sont concernées dans le domaine de la distribution, de l'application ou du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ont dû faire un choix d'activité lorsqu'elles avaient, pour certaines, eu l'exercice d'activités incompatibles. Et donc, il a fallu choisir entre la vente ou l'application et le conseil. Donc, elles ont fait ce choix pour certaines entreprises avant le 1er janvier. Pour celles qui ne l'ont pas fait, bon, il y a un temps nécessaire puisque c'est une réforme d'ampleur pour l'ensemble de ces entreprises. Donc il y a un temps de transition que constitue l'année 2021 et donc les indications que nous avons recueillies pour l'instant, c'est que la majorité quand même des entreprises qui devaient se positionner parce qu'elles exerçaient des activités incompatibles ont plutôt fait le choix de la distribution, de conserver la vente, à défaut de s'orienter vers le conseil. Mais pour autant, ça n'empêche pas ces mêmes entreprises de, dans un deuxième temps, faire quand même le choix du conseil. De pouvoir changer fusil d'épaule. Ronan Goff, vous les connaissez, ces entreprises, bon, c'est plus que la quasi-majorité. Oui, on ne va pas les compter, mais il y a pratiquement 95% des sociétés qui ont choisi la vente. Il y a quelques pionniers qui ont, je pense à Limagrin, je pense à Euralis, qui ont choisi le conseil. Mais effectivement, aujourd'hui, le constat, après un mois, c'est que la très, très grande majorité de la distribution française est partie sur la vente. Et vous, Claude Bizieux, vous avez choisi quoi ?
Alors nous avons choisi la vente, parce que la première mission de la coopérative est l'approvisionnement pour l'ensemble des familles produits nécessaires aux attentes et aux besoins de nos adhérents producteurs. Et l'autre, et comme nous étions comme j'ai dit tout à l'heure, déjà engagés sur cette voie du biocontrôle, mais avec un certain nombre d'autres structures qui accompagnent les adhérents producteurs, notamment parce que nous œuvrons sur les régions Pays de Loire et Bretagne. À la lecture de l'ordonnance et notamment de l'article 254, il est toujours possible de promouvoir, de mettre en application et d'assurer le déploiement des solutions de biocontrôle qui ont des fiches CEPP. Et donc on s'est appuyé là-dessus. Olivier Continuer Ruck, notre travail de fond. Un petit peu d'explication sur cet article. Oui, je rebondis sur l'intervention. Effectivement, l'ordonnance, et même avant l'ordonnance de 2019, le gouvernement, l'État français, a encouragé le biocontrôle par diverses dispositions. Et l'ordonnance s'inscrit totalement dans cette lignée, je dirais, puisque effectivement, il y a la possibilité pour les entreprises qui font de la distribution de continuer à faire la promotion et la mise en œuvre, la facilitation du développement de ce qu'on appelle les actions CEPP, qui sont les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, et qui, pour la majorité d'entre eux, concernent les produits de biocontrôle. Donc c'est une disposition, effectivement, qui va totalement dans le sens de l'histoire du biocontrôle et de son développement. Et cette ordonnance permet aussi, à deux autres dispositions, vont également dans un sens d'encouragement du développement du biocontrôle, puisqu'il y a une exonération du fameux conseil stratégique pour les exploitants qui n'utiliseraient sur leur surface en totalité des produits de biocontrôle. Et enfin, les conseils stratégiques et spécifiques, les préconisations, anciennement appelées ainsi, doivent en priorité encourager les méthodes alternatives dont les produits de biocontrôle font évidemment partie. Conseil stratégique, conseil produit, conseil de préconisation, les chambres d'agriculture vont aller vers quel type de conseil ? Bien sûr, les conseils sur le produit, c'est celui qui vend le produit qui va conseiller sur l'utilisation du produit. Et après, les chambres d'agriculture ont toujours été positionnées sur le conseil de préconisation. Donc, elles vont continuer à donner ce conseil, plus ou moins. Il y a certaines chambres d'agriculture départementales qui ne font pratiquement pas de conseil de préconisation, et d'autres qui sont très engagées, qui accompagnent des groupes, on appelle des groupes de développement agricole, déjà depuis un certain temps. Donc, on accompagne à peu près 50% des agriculteurs. Et là, les chambres d'agriculture sont en train de s'organiser, mais on va voir comment vont réagir les agriculteurs. Pour l'instant, ils sont en train de s'organiser pour apporter un conseil individuel pour les agriculteurs qui voudront avoir un conseil individuel et non un conseil collectif. Et qui a les compétences pour assurer justement le conseil lié au biocontrôle, à votre avis ? Qui a le conseil ? Bien sûr, c'est tout celui qui a un contact direct avec l'agriculteur. Tout intervenant doit avoir cette capacité. Sachant qu'on en reparlera peut-être dans le courant, mais quand on utilise du biocontrôle, c'est différent. C'est pas une solution, c'est pas un problème, une solution. C'est un ensemble de solutions qu'il faut apporter et un changement de pratique au niveau de l'entreprise globale. Ronan Goff, au sein d'IBMA, cette séparation conseil-vente, ça a un impact ou pas ? Et de quelle façon ? Alors, évidemment, quand on voit que la majorité des distributeurs sont restés dans la vente, on a le droit d'être inquiet, parce que je pense aux milliers de technicaux qui sont chez les distributeurs, qui avant faisaient les deux, qui aujourd'hui vont devoir faire uniquement la vente. On est un petit peu inquiet. Maintenant, je pense que de nouveaux conseils vont voir le jour. Les chambres, comme vous l'avez dit, vont pouvoir aussi faire le boulot. Donc ça va être différent. C'est un peu tôt encore pour juger. On va voir comment ça se met en place. Illustration très concrète, Claude Bizieux, vous, au sein de votre entreprise, comment ça va s'organiser, comment ça va se mettre en place pour le biocontrôle, je parle, conseil biocontrôle. Alors le biocontrôle, pour l'accompagnement des producteurs, c'est vraiment un travail collectif qui associe l'ensemble des parties prenantes. Donc il y a les structures de conseil indépendantes, des structures de conseil qui sont directement liées aux chambres d'agriculture. On a également des services techniques qui sont affiliés aux organisations de producteurs. Et tout l'enjeu, justement, est de coordonner le travail d'ensemble et ce travail collectif pour structurer cette mise en place
et mesurer l'efficience des solutions de biocontrôle vis-à-vis des producteurs et, si possible, de le valoriser au mieux jusque vers l'aval. Et est-ce que vous avez les références techniques suffisantes? Alors aujourd'hui, non, pas assez. Alors il faut être lucide sur le fait qu'il y a un enjeu énorme. David Dubois, il fait référence d'ailleurs, parce qu'il parle d'un besoin, d'un référentiel, d'un guide des résultats, des bonnes conditions d'utilisation. Et là, on a besoin des compétences, des expériences, des formations, de l'ensemble des structures et des personnes qui sont vraiment engagés dans cette voie-là. Et ce travail est absolument fondamental. Alors, on l'observe parce qu'il y a des combinaisons de solutions. On voit que le contrat de solution a un rôle pour fédérer justement l'ensemble de ces parties prenantes pour travailler dans cette voie. Et c'est absolument fondamental. Par contre, il y a encore un énorme travail à faire de déclinaison au niveau des régions, des départements et de faire travailler de plus en plus les acteurs ensemble. Alors, Philippe Noyau, vous dites même au-delà, vous dites l'État n'investit pas assez dans la recherche. Expliquez-moi. On a besoin de recherche privée, on a besoin aussi besoin de recherche au niveau de l'État, que l'État accompagne encore plus ce changement, puisque on a besoin de fermes de référence, en fait. On a besoin d'avoir une vision globale. Et on a besoin de temps. Une transition, ce n'est pas une rupture, c'est bien de temps. Donc, c'est pour aller encore plus loin et aller plus vite, pour convaincre les agriculteurs, c'est rapidement de mettre en place toutes ces solutions qui arrivent. Avant, on avait le cuivre et le soufre. Maintenant, il y a beaucoup de solutions qui arrivent. Les agriculteurs ont besoin de croire et ils ont peur. Ils ont peur de prendre un risque. Donc, c'est justement faire ces démonstrations et faire ce transfert, amener les agriculteurs sur ces exploitations-là pour qu'ils voient qu'effectivement, ça fonctionne. Alors là, on est dans une réflexion franco-française, mais on va élargir le champ de vision. On va aller voir justement en Espagne. On va aller à la rencontre de María Teresa Garcia, qui va nous expliquer un peu comment se passe le conseil et la vente dans le sud de l'Espagne. Quelle est votre entité? Buenos días. Bonjour, je suis María Teresa Garcia Muñoz. Je suis la présidente du Collège officiel d'ingénieurs techniques agricoles d'Almeria. Je représente 1400 professionnels, dont 80% environ sont spécialisés dans le conseil d'exploitation agricole qui font la culture sous serre. Le conseil est-il privé en Espagne? Le conseil de produits phytosanitaires est privé. Avant, le conseil était réalisé par l'administration, notamment ici à Almeria, où la culture sous plastique est très implantée. Mais aujourd'hui, le conseil est totalement privé. Le conseil y est-il séparé de la vente? Le conseil n'est pas séparé de la vente, mais selon moi, le véritable enjeu est autre. Le conseil a aujourd'hui valeur de recommandation. Or, il devrait exister pour les produits phytosanitaires des ordonnances obligatoires comme en médecine humaine et animale dans le but de contrôler l'achat de ces produits phytosanitaires. Les conseillers ont besoin de savoir si leurs recommandations ont été suivies. Quelle place occupe le biocontrôle? Le biocontrôle est prioritaire dans la protection intégrée. Cela est inscrit dans un décret qui suit une directive européenne. Ce décret stipule que parmi toutes les solutions de protection végétale, il faut prioriser les produits les moins agressifs vis-à-vis de l'environnement. Ronan, on l'a bien compris, nous sommes dans une phase de transition. Pour vous, industriel, c'est facile, c'est pas facile? Justement, vous avez besoin de visibilité? Alors oui, on a toujours besoin de visibilité. C'est vrai qu'on est dans un monde qui change. Je dirais qu'en tant qu'industriel, ma première priorité, c'est d'abord d'innover, d'investir dans la recherche, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, c'est la recherche privée, pour justement développer et amener au marché de nouvelles solutions de biocontrôle, que ce soit dans les cultures spé où il y en a déjà, mais encore plus dans les grandes cultures où il y a encore trop peu de solutions disponibles. Donc nous, industriels, on se doit d'amener des solutions au marché, que ce soit de la start-up à la multinationale, pour justement faire que dans 10 ans, de 10%, on soit passé à 30% de solutions. Sinon, si on n'a pas ces solutions, on n'arrivera jamais à 30%. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit, Olivier Ruck. C'est-à-dire que des exploitations qui n'emploieraient que des solutions de biocontrôle seraient exemptées de conseils stratégiques?
Oui, c'est ça. C'est aussi prévu par l'ordonnance. C'est totalement dans la logique que les produits de biocontrôle étant moins impactants pour la santé et l'environnement, ils entrent tout à fait dans la définition de ces méthodes alternatives qu'évoquait la personne d'Espagne et qui justifie donc que ce soit des produits dont l'utilisation est moins encadrée. Et donc on a plus de 60 000 exploitations en France sur un total de 420 000, 430 000 exploitations en France aujourd'hui qui sont exonérées de ce conseil stratégique du fait de l'utilisation exclusive de produits de biocontrôle sur leurs exploitations. Quand on parle de séparation du conseil et la vente, il y a 3 chiffres clés à connaître. Lesquels? Pour comprendre l'indépendance des structures. Oui. Alors, là encore, l'ordonnance, elle fixe des seuils de séparation, des seuils de 10 et 32%. 10%, c'est le seuil maximal qu'une personne est autorisée à détenir dans le capital d'une entreprise qui exerce une activité de vente ou d'application, tout en étant par ailleurs, cette même détentrice de capital, personne exerçant une activité de conseil. Ça, c'est un seuil de 10% qui vaut pour une personne et on a également fixé un seuil cumulé, donc c'est-à-dire lorsque plusieurs personnes détiennent ensemble des parts de capital et qu'elles sont détentrices du capital d'une entreprise de distribution, elles ne peuvent pas dépasser un seuil de 32% lorsqu'elles sont par ailleurs à la tête d'entreprises ou participant à une entreprise qui exerce une activité de conseil qui est donc incompatible. Et le seuil moins connu, c'est celui de 2 millions d'euros. Le seuil de 2 millions d'euros est celui qui est fixé pour les micro-entreprises, les micro-entreprises en métropole et les entreprises toutes confondues, toutes tailles confondues, qui sont en outre-mer, bénéficient d'une dérogation par l'ordonnance et peuvent exercer jusqu'au 31 décembre 2024, l'activité de vente et de conseil, si elles le souhaitent, mais elles peuvent ne pas faire ce choix, mais en respectant alors un maximum de 2 millions de chiffre d'affaires annuel. Il y a environ 500 structures aujourd'hui de conseil. Vous pensez qu'il va y avoir une génération spontanée de micro-entreprises de conseil ? Il y a un besoin de conseil évident en France. Il y en avait avant la séparation vente-conseil, il y en aura après. Là, c'est une réforme d'envergure pour l'ensemble des entreprises, dont les COP et les négoces qui accompagnaient, qui fournissaient l'essentiel du conseil à nos exploitants. Aujourd'hui, nous avons un socle de 500 entreprises agréées. Il y en a quelques-unes, une minorité, qui ont pour l'instant fait le choix d'aller vers le conseil. Il y a forcément un marché à saisir et donc un conseil à fournir aux exploitants. Donc l'année 2021 est une année de transition. Il y a un modèle économique du conseil qui doit se faire, qui doit se stabiliser et qui va donc progressivement inciter un certain nombre d'acteurs à se positionner sur le conseil et à tout simplement de nouvelles entreprises à se créer sur ce secteur. Philippe Noyau, je suis agriculteur, j'utilise des produits phytosanitaires, j'ai une assurance à quasiment 100%. Je me tourne vers le biocontrôle, j'ai plus le 100%. Comment accompagner le maximum d'agriculteurs justement pour changer de logique ? Déjà, il faut avoir des produits et qui soient abordables au niveau du prix. Ça, je vais les répondre aussi à Renan. Oui, à Renan. Donc, on attend, nous, agriculteurs, on attend d'avoir des produits avec le moins de risques possible, puisque le changement est un risque. Et tout agriculteur a peur de passer dans ce changement, surtout s'il y a eu quelques mauvais, où ça s'est mal passé, où la production a été mise à mal fortement. Donc, il suffit d'un exemple ou deux, et l'agriculteur qui regarde autour dit « Oh là, je vais attendre que ça se sécurise un petit peu ». Il a investi et en plus, il n'a pas de revenus. Donc, effectivement, c'est un changement profond de passer d'une solution qui est un phytochimique
de passer à de multiples solutions pour répondre, et avec de l'anticipation, avec beaucoup d'anticipation. Un assolement plus diversifié, avec reproduire peut-être de la biodive autour des parcelles, etc. Donc c'est très très complexe, avec des biostimulants, avec du travail du sol léger, avec aussi tout ce changement qu'il faut faire, quoi. On n'est plus dans la sécurité à 100%, on est dans une prise de risque. Donc, effectivement, les agriculteurs ont peur de la prise de risque. Et là, il faut les accompagner sur la prise de risque aussi. Il faut les accompagner. Ronan, c'est merveilleux. Vous avez des clients qui vous disent on vous attend, proposez-nous une solution. Oui, il faut former. Donc, je vais citer trois voies. D'abord, il y a quand même tout le numérique. On est quand même aujourd'hui dans une ère digitale qui est en pleine explosion. On a énormément d'outils qui arrivent. Donc, ça, c'est très, très important pour justement accompagner ce changement. Au niveau des BMA, on est aussi à l'origine de la création de l'Académie du biocontrôle qui fait des formations sur le biocontrôle, donc ça c'est disponible. Je pourrais citer aussi quelque chose qui est arrivé juste en plein confinement au mois d'avril. On a créé la première e-digital tool, donc ça s'appelle My Green Training Box en anglais, qui fait des e-learning, donc des petits modules e-learning sur le biocontrôle. Ça a eu ça a été très reconnu dès le mois d'avril. Les prochaines masterclass, je crois que c'est le mois prochain. Il suffit de regarder sur le net. Donc voilà, on essaye d'accompagner ça, mais effectivement, ce sont des nouvelles solutions. Il faut penser à les amener au marché, comment on les accompagne, comment on fait. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge. Claude Bizieux, on se projette 2030 au sein de votre entité. À votre avis, on sera à quel pourcentage d'utilisation du biocontrôle? Quelles seront les parts de marché, en clair, du biocontrôle? Alors, Jean-Paul, aujourd'hui, on est à hauteur à peu près de la moitié en quote-part de solutions de biocontrôle par rapport à notre activité globale protection des cultures spécialisées, je rappelle. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc là, horizon 2030, on table sur un objectif au-delà des 50, si possible de tendre vers 70-75%. Pour autant, on est à un stade où il est déjà très très important de stabiliser les niveaux actuels. C'est vraiment, on a des marges d'escalier. On a eu une accélération considérable sur ces 3 dernières années. 2016-2017, on était à hauteur de entre 15 et 20%, 17% de mémoire, pour être précis. On a passé 2019 au-delà des 50%. On a rebaissé un petit peu en dessous des 50%. Et en fait, on a un couloir qui est très lié par rapport aux conditions agroclimatiques, la pression des maladies. On défriche sous certains aspects parce qu'il y a des solutions. Il y a eu un engagement très fort, une dynamique très très forte des producteurs, avec aussi la démarche ZRP, avec une valorisation qui a pu être effective pour certaines filières et moins pour d'autres. Donc là, on est en pleine transition. Et donc, il faut également consolider sur l'ensemble des filières. L'autre élément, et je rebondis sur ta première question, Jean-Paul, c'est ayant des racines production végétale, serre à la paille, oléoprotéagineux. En fait, je me rends compte en travaillant, c'est le réseau, réseau technique, le réseau aussi des services de l'État, DRAF, la coopération agricole, bref, l'ensemble des structures, des personnes qui œuvrent avec et pour les producteurs, on commence à avoir des transpositions sur certaines cultures. Donc c'est un travail qui est toujours long, mais on est dans cette dynamique et il faut persévérer évidemment. Vous êtes plus de 700 à nous écouter en direct et on va prendre vos questions. Et je demande à Flora, alors justement, une première question, Flora. Oui, nous avons une question de la part de Jean-François Bobon de la société Eureden. Pourquoi les biocontrôles sont-ils encore classés comme des phytos, donc sous AMM? Il y a une interdiction pour les structures choisissant la vente d'intéresser ces techniciens à la vente de biocontrôle. Cela pose problème. Qui souhaite répondre? Ce sont des produits réglementés. Ce sont des produits tout simplement parce que les produits biocontrôle sont avant tout des produits phytosanitaires réglementés, disposant d'une AMM, qui ont été testés, qui ont un dossier complet de mise sur le marché. Et donc, elles font partie de la loi. La loi dit que l'ensemble des produits sont
sous le coup justement de la séparation conseil-vente. Donc la loi a été votée avec malheureusement les biocontrôles. Question précise, réponse précise. Une autre question, Flora? Oui, tout à fait. Une question de Luc Ozanne de Sophie Protéol. Les organismes ayant choisi le conseil ne devraient-ils pas avoir le droit ou voire le devoir de vendre des produits de biocontrôle pour accélérer leur développement et leur appropriation par les agriculteurs? Qui souhaite répondre? Là encore, un rappel à la loi s'impose. C'est voilà, de la même manière que l'ordonnance n'a pas souhaité exempter les produits de biocontrôle voilà, de cette incompatibilité d'activité. Le conseil de ces produits de biocontrôle qui restent des produits certes moins impactants, mais qui restent quand même des produits répondant à la définition des produits phytopharmaceutiques, voilà, il n'est pas possible de continuer une activité, d'avoir le cumul d'une activité de conseil et de vente. Mais, je l'ai rappelé en début d'émission, il y a un certain nombre de dispositions qui existaient avant la séparation vente-conseil, qui encouragent le développement du biocontrôle. Voilà, ce développement ne se fera pas exclusivement si on permettait le cumul d'activités de distribution et de conseil aux produits de biocontrôle. Flora, troisième question. Avant d'autres, question de la part de Thierry Gérondeau de la société Perret. À l'heure où nous séparons le conseil de la vente, qui va apporter toute l'expertise et les connaissances terrain qu'avait le négoce agricole pour l'utilisation des solutions qui doivent absolument être accompagnées dans l'utilisation? Très intéressante cette question. Il y avait un capital de connaissances. Est-ce qu'il va être transféré? Comment ça se passait? Qui souhaite répondre? Ronan? C'est ce que je disais au début, on est quand même inquiet. Il y a des milliers de personnes qui étaient sur le terrain, qui faisaient le conseil à la parcelle. Je suis comme la personne, je dis bon, comment ça va se mettre en place? Claude Bizieux, quand vous avez réfléchi à choisir la vente, vous vous êtes dit c'est un capital connaissance qu'on va perdre? Le capital connaissance, on continue de le faire perdurer, de le développer via ce couloir de possibilités voilà, dans l'axe biocontrôle, avec la promotion et la mise en place de l'accompagnement, des résultats techniques, des résultats technico-économiques. Je pense que ce capital, il va continuer à être utilisé, développé. Il va y avoir évidemment des évolutions dans les structures, mais charge à nous, tous ensemble, de ne pas le perdre et de le répartir dans des structures et qui continuent à travailler ensemble. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on peut avoir des structures qui travaillent, qui se concertent, qui sont séparées, mais qui continuent à travailler ensemble dans l'intérêt global des filières agricoles. Et je pense qu'il y a encore matière à faire. C'est clair que ça passe par une évolution au niveau des personnes, de certaines mentalités, mais il ne faut surtout pas perdre ce capital et il faut surtout continuer à le développer. Et là, je rebondis sur le fait qu'il y a le digital, il faut qu'on intensifie cette concertation avec la recherche fondamentale, avec la recherche appliquée, avec l'expérimentation, avec le développement, avec toute la partie mise en marché, mesure de l'efficience des conditions d'exploitation, sur la performance des produits et jusqu'à la valorisation, et trouver une articulation à l'échelle locale, régionale, pour mutualiser en fait ce savoir-faire. Flora, une toute dernière question. Oui, une toute dernière de la part de Sandrine Allot de la FNA. Dans la majorité des cas, la combinaison des solutions de biocontrôle et de synthèse permet de réduire très fortement les consommations en produits phytosanitaires de synthèse. Dans le cas des entreprises de vente, pour promouvoir les solutions CEPP le plus efficacement possible, ces entreprises peuvent-elles promouvoir ces mélanges pour permettre un déploiement optimal du biocontrôle ?
Question très technique, Olivier Ruc, vous n'avez pas le choix. Elle est pour vous. Bon, je remercie le négoce pour cette question en direct. Oui, évidemment, je vous renvoie de nouveau vers la lecture de l'ordonnance, que, à force de citer, on connaît tous par cœur, qui a une définition qui est heureusement, malheureusement stricte, et qui permet uniquement pour un distributeur de faire la promotion et la facilitation de l'utilisation, de ce qui conduit à l'utilisation au final de produits de biocontrôle, mais sans faire mention volontairement des produits conventionnels qui, par association, rendraient le produit de biocontrôle plus efficace. Donc c'est dans la limite du champ qui est défini par l'ordonnance et donc de ce qu'on appelle les fiches actions CEPP qui définissent les produits de biocontrôle lorsqu'ils sont portés par ces fiches actions. Il est dit que le distributeur peut faire cette promotion du produit du biocontrôle, mais sans par ailleurs inciter à la vente, à l'achat du produit conventionnel qui va bien. Olivier Ruc, une question pas facile pour la route, on va dire, entre guillemets. Vous avez travaillé sur ce dossier de la séparation du conseil à la vente pendant des mois, peut-être des années. Vous imaginiez que 95% des entreprises de la distribution allaient choisir la vente? Oui, non? Non, on imaginait évidemment qu'une majorité opterait pour la vente, évidemment, parce que, je l'ai dit en introduction, c'est une réforme d'envergure pour l'ensemble des entreprises, donc c'est pas quelque chose d'anodin dans un délai qui est évidemment contraint de choisir tel type d'activité plutôt que tel autre, a fortiori lorsque, comme je le disais, le modèle économique du conseil n'est pas encore stabilisé. Donc c'est quelque chose qui c'est un état de fait que on avait les premières indications qu'on avait nous laissaient entendre qu'il y aurait une majorité qui se positionnerait pour la vente, c'est confirmé, mais il y a un marché à saisir. La ressource, on l'a dit, est là, elle est notamment au sein des coopératives et des négoces. Donc il faut orienter une partie de cette ressource, la valoriser pour monter des entreprises de conseil, pour répondre aux besoins qui est quand même permanent des exploitants. Messieurs, je vous remercie d'être venus ici débattre et puis surtout répondre aux questions. L'interactivité, c'est intéressant. Vous voyez, les questions sont très précises. Et ce qu'on aime aussi au sein de cette émission, c'est élargir le champ de vision. Et justement, on va mettre le cap à présent au Danemark pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Top image. Comment le Conseil sur la protection des cultures est organisé au Danemark? Ce sont des entreprises privées qui conseillent les agriculteurs au Danemark. Il n'y a pas de financement public pour ces conseils. Les agriculteurs doivent donc payer pour les obtenir. La plupart des conseils pour les produits horticoles sont fournis par une seule entreprise, celle dans laquelle je travaille, Horti Advice. Cette entreprise propose un service de conseil pour les cultures horticoles au Danemark qui couvre les légumes, les fruits, les baies, les plantes ornementales, etc. Est-ce que le conseil y est séparé de la vente? Il n'est pas demandé de séparer la vente du conseil au Danemark. Par exemple, Horti Advice vend des conseils aux agriculteurs, mais aussi quelques produits comme des phéromones, des pièges pour la surveillance et un système d'aide à la décision pour un parasite spécifique. Mais cela fait partie du conseil, bien sûr. On ne peut donc pas dire que la vente de produits est séparée du conseil. Comment le conseil prend-il en compte le biocontrôle dans la protection intégrée? Les conseils en matière de lutte biologique et de lutte intégrée contre les parasites sont inclus aux conseils fournis aux agriculteurs au Danemark. Ils font donc partie intégrante du conseil. Je peux également dire qu'outre les conseils aux agriculteurs, Horti Advice s'occupe également de produits, soit seul, soit en collaboration avec des universités ou d'autres instituts de recherche. L'objectif est d'acquérir davantage de connaissances, par exemple en matière de lutte biologique. En effet, au Danemark, les agriculteurs sont très intéressés par l'adaptation ou la mise en œuvre de la lutte biologique ou de la lutte intégrée contre les parasites, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, nous nous sommes dotés de restrictions assez lourdes sur l'utilisation des produits agrochimiques. Nous avons des produits limités et un nombre restreint de traitements sont autorisés. Il existe donc au Danemark un groupe de travail. Celle-ci est gérée par l'Agence environnementale pour la protection au Danemark qui dépend du ministère de l'Environnement. Horti Advice est également membre de ce groupe de travail et ce qui en résulte, c'est que nous obtenons parfois des financements pour des produits ou projets spécifiques qui participent à la lutte intégrée contre les parasites. Le biocontrôle, pierre angulaire des stratégies filières de demain, c'est le thème de cette troisième table ronde et j'ai le plaisir d'accueillir Océane Chamorteau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du dossier agroécologie, fruits et légumes chez Carrefour ou de Carrefour, je ne sais pas comment on dit. Daphné Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des projets de protection et qualité des cultures de Bonduelle. Bonjour. Et puis juste à vos côtés, Sébastien Tripon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des achats et amont de Florette Food Service. On aura l'occasion d'en parler un petit peu mieux. Océane, une question toute simple. Est-ce que vous connaissez, vous, le biocontrôle bien ? Oui, aujourd'hui, je connais bien le biocontrôle. Après, pas autant, évidemment, que les metteurs sur le marché des produits qui, eux, sont les experts sur le domaine. Mais oui, utilisant, enfin, en tout cas, travaillant au quotidien avec les producteurs aujourd'hui sur le terrain, c'est évidemment une notion qu'on connaît bien puisque c'est ce qu'on met en pratique aussi dans notre stratégie au niveau du groupe. Et vos clients, les consommateurs, est-ce qu'ils connaissent à votre avis ? Alors, le consommateur, non. Aujourd'hui, clairement, le biocontrôle, c'est pas du tout quelque chose qui lui parle. D'où, d'ailleurs, la nécessité aujourd'hui de peut-être pouvoir un petit peu faire de pédagogie et au niveau institutionnel aussi également auprès du consommateur pour lui expliquer ce qu'est le produit de biocontrôle, puisque autant pour un consommateur de bio, voilà, c'est ancré dans son esprit qu'on utilise des produits naturels, etc. Autant pour un producteur qui fait du conventionnel mais qui veut produire de manière plus durable et utiliser des produits de biocontrôle, on voit très vite ce phénomène d'agribashing aujourd'hui où le consommateur ne comprend pas pourquoi on sort plus souvent le pulvé aujourd'hui en production quand on utilise des solutions voilà, un petit peu plus naturelles. Donc il y a une petite pédagogie à faire, on pense, là-dessus. Puis expliquer aussi que ce n'est pas forcément des produits qu'on utilise en pulvérisateur, du biocontrôle, mais aussi d'autres stratégies de lutte. Voilà. Daphné, 3 chiffres clés pour présenter Bonduelle. Bonduelle, c'est 14 000 collaborateurs sur 56 sites industriels et on cultive sur 126 000 hectares avec nos partenaires producteurs. Qui rédige les cahiers des charges dans votre entreprise ? Et un peu la même question, est-ce qu'ils connaissent le biocontrôle ? Est-ce que c'est bien identifié ? Oui, ce sont nos responsables recherche et développement par bassin de production répartis par usine. Et oui, ils connaissent les produits de biocontrôle et ils cherchent à les intégrer dans les cahiers des charges. C'est eux qui sont responsables aussi du choix des entreprises avec qui ils travaillent parce qu'ils font des essais aussi en local avec ces entreprises. Même genre de question pour Sébastien. Mais tout d'abord, 3 chiffres clés déjà pour présenter donc Florette Food Service. Alors 12 500 agriculteurs, adhérents d'Agrial, auquel appartient Florette. 135 000 tonnes de salade, c'est le besoin annuel de Florette, produit pour la moitié par les producteurs adhérents de la coopérative. Et également 0, comme la cible de produits phytosanitaires qu'on s'est fixé, sans aucun résidu en ce qui concerne nos salades et les légumes. Le développement du biocontrôle, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Alors, les quantités que je vous ai évoquées en termes de matières premières paraissent importantes, cependant elles ne sont pas suffisantes depuis des années pour homologuer les produits phytosanitaires, parce que le coût est très important. Donc, pour trouver des solutions d'usage qui répondent aux problématiques des producteurs, effectivement, le biocontrôle est une véritable solution d'avenir intéressante. Quelle est la part du biocontrôle dans vos cahiers des charges chez Bonduelle ? Le biocontrôle est présent dans nos cahiers des charges et on souhaite qu'il le soit de plus en plus. On a des solutions existantes pour les pois, les haricots, les flageolets et quelques légumes maraîchers. En revanche, il y a certains légumes pour lesquels soit ils sont inexistants, soit peu efficaces.
Donc là, pour donner un chiffre, on a en Hauts-de-France 20% de nos surfaces qui ont reçu une application ou plus de produits biocontrôle. Et pour les flageolets, ça peut monter jusqu'à 80%. Voilà, donc c'est ciblé par culture. Ça veut dire que clairement, il manque des solutions aujourd'hui ? Et donc oui, dans les freins, effectivement, dans certaines filières de certains légumes, il manque des solutions, ou bien elles sont existantes, mais peut-être peu efficaces, et du coup, répondent pas assez à nos cahiers des charges. Et si vous augmentez pas plus la part du biocontrôle dans vos cahiers des charges, c'est uniquement à cause du manque de solutions ou il y a d'autres facteurs ? Il y a d'autres facteurs, effectivement, il y a le manque, mais il y a aussi la mise en œuvre technique qui parfois peut être un frein, c'est-à-dire que si l'agriculteur doit passer 6 ou 8 fois dans son champ, ça peut être aussi un frein pour lui. Et la stabilité des résultats pendant une campagne très, très chaude de canicule, des micro-organismes peuvent manquer d'efficacité, donc voilà. Bon. Alors, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, et puis pour vous aussi, puisque ces solutions, elles arrivent. On écoute Jennifer Lewis, elle est directrice générale d'IBMA Global Top Image. L'offre en produits biocontrôle va-t-elle progresser significativement à l'avenir ? Oui, je crois que nous avons beaucoup d'opportunités d'avoir une offre bien pour l'avenir. Il y a 2 aspects importants dont penser. Le premier, c'est le niveau de l'innovation dans les boîtes biocontrôle, et le deuxième est le système de l'homologation pour les biocontrôles. Au niveau de l'industrie et des boîtes, nous avons fait une étude l'année passée dans laquelle il y avait 100, je crois, la moitié de la marché qui ont répondu, et il y avait indiqué qu'à peu près 140 formulations de biocontrôle sont dans le système de l'homologation, et qu'il reste encore à peu près 120 qui ne sont pas encore soumis, ou ils n'ont pas déposé pas encore le dossier. Donc, on a les produits. C'est plutôt une question de comment faire sortir ces produits du système de l'homologation, et aussi comment faire sortir ces produits du développement dans les boîtes. Daphné, quand vous êtes au champ, est-ce que vous voyez une différence qualitative, quantitative, selon le fait qu'on a utilisé une solution de biocontrôle ou pas ? Les bioagresseurs impactent la quantité et la qualité de nos productions. Donc ne pas pouvoir les contrôler de façon 100% efficace, effectivement, a un impact nécessairement sur la quantité et la qualité de nos productions. Oui. Ça veut dire que ça change un peu vos façons peut-être demain de commercialiser des produits un peu moins parfaits, un peu moins plastiques ? Alors on doit quand même devoir de produire des produits de qualité, notamment nous, ce qui nous embête, ce sont les corps étrangers. Donc ça, c'est effectivement les insectes, les spores de champignons, ce sont dans nos cahiers des charges des choses rédhibitoires. En revanche, oui, il faut que l'on pense peut-être à revoir à la baisse certaines notions qualitatives par rapport au changement agricole qui va s'opérer. Ça veut dire que quelque part, c'est le consommateur qui est un peu le maillon faible. Il va falloir le former un peu mieux. Comment vous voyez la chose ? Océane, par exemple ? Oui, je pense qu'en fait, ça se complète. On a exactement la même chose. Enfin, on est confronté à la même chose. On a fait récemment une table ronde sur la pomme où on a interrogé des clients justement sur l'agroécologie, etc. Et on leur a demandé aujourd'hui, avant de leur expliquer la démarche pour ne pas les influencer, on leur a demandé un petit peu quels étaient leurs critères d'achat. Pourquoi est-ce qu'ils vont, quand ils sont dans un rayon et qu'ils vont acheter de la pomme, quels sont les premiers critères comme ça instinctifs et ce qui est ressorti, c'est le goût, la qualité, l'aspect, une belle pomme, etc. et une taille moyenne, gros calibre. Et ils n'étaient même pas capables finalement de nous dire, ils nous ont dit, je ne sais même pas pourquoi je vais acheter des pommes de cette taille-là. Tellement en fait c'est effectivement les codes du marché et c'est ancré en fait. Voilà. Et on leur a expliqué qu'aujourd'hui avec la démarche, on pouvait justement aller vers des fruits un petit peu moins beaux, avec un peu plus de défauts. Autant sur le bio, c'est très bien entendu, ça ne l'est pas aujourd'hui sur les produits du conventionnel. Et en fait,
on est aussi bloqué par la réglementation aujourd'hui sur certaines filières. Quand on veut vendre des produits en catégorie 1, eh bien, on a des critères à respecter au niveau de la réglementation. Et justement, quand on veut vendre, puisque le consommateur est habitué à des catégories 1, souvent sur du conventionnel, eh bien, il faut aussi peut-être faire bouger la réglementation parce que finalement, des fois, on se tire déjà un peu une balle dans le pied. Je pense qu'avec l'agriculture durable, l'agriculture de demain, on va devoir avancer sur des sujets aussi comme ça. Voilà. Bon, ben, allez-y, Daphné. Moi, pour compléter un peu, mais oui, je suis tout à fait alignée avec ce qui vient d'être dit. Il faut aussi un axe sur la formation, peut-être, enfin la pédagogie, mais la formation, la communication, peut-être auprès des nouvelles générations et se focaliser dans un premier temps dans la première gamme. Je pense que c'est peut-être plus facile de commencer à les former sur des légumes bruts pour ensuite passer à des légumes plus conserve ou surgelés. Sébastien, vous travaillez avec McDonald's. Comment ils réagissent, eux, quand vous leur parlez de biocontrôle? Ils connaissent pas déjà? Comment ça se passe? Alors, on a la chance de travailler historiquement avec McDonald's. Ça fait plus de 35 ans que nous travaillons. Donc, ça permet de travailler sur la durée, véritablement. Alors, en 2010, par exemple, je vais prendre un exemple. On s'est assis à la table avec l'ensemble de la filière, du producteur au consommateur, avec McDonald's, pour imaginer la stratégie agroécologique à horizon 2020. Ça nous a permis de parler des biocontrôles parce qu'à cette époque-là, les produits phytosanitaires apparaissaient au niveau des consommateurs comme quelque chose de pas forcément bien. Et donc, les biocontrôles apparaissaient comme une solution émergente d'avenir. Et après avoir justement s'être engagé sur la durée, ça nous a permis d'expérimenter, tester et d'éprouver les solutions pour arriver en 2017 à ce que l'ensemble des salades fleurettes pour McDonald's ait au moins un biocontrôle pendant toute la culture. On parle beaucoup de certification. Vous en créez des privés. Expliquez-nous. Oui, alors la branche légumes et fruits frais d'Agrial a créé AgriLogique, qui est une démarche privée, effectivement, qui permet de produire des légumes sains, frais, en protégeant le sol et la biodiversité. Et ça nous permet, avec notamment sur le 5e pilier, utiliser les produits de biocontrôle en complément des méthodes alternatives pour arriver au résultat de 0 résidu sur l'ensemble de nos produits, salades et légumes. Quand on s'intéresse à la grande distribution, vous aussi, vous avez des certifications, des cahiers des charges. Comment vous les élaborez concrètement? Est-ce que vous intégrez les produits biocontrôle? Oui, alors dans l'élaboration des cahiers des charges, aujourd'hui, donc on a notre démarche agroécologique. Notre démarche agroécologique, on l'a orientée sur 2 aspects. Donc sur l'aspect communication, donc forcément pour le consommateur. Donc là, on a choisi un aspect santé où on communique sur la réduction des produits phytosanitaires, où on va aller sur une allégation cultivée sans pesticides, sans insecticides. Tout dépend en fait filière par filière de ce qu'on a réussi à supprimer et au champ. Donc ça, c'est sur l'axe communication. Et forcément, pour réussir à avoir cet axe de communication, on doit aussi travailler au niveau de notre cahier des charges. Et dans l'agroécologie, il n'y a pas que l'aspect produits phyto. On a plusieurs piliers, donc le pilier biodiversité, le pilier sol, tout ce qui est eau et réduction, enfin tout ce qui est eau et énergie. Et évidemment, le pilier intrant avec la réduction des produits phytosanitaires. Et les cahiers des charges, tout est fait en co-construction avec nos producteurs et nos fournisseurs partenaires. Aujourd'hui, on ne va pas aller leur imposer de faire quelque chose, puisque c'est eux les experts sur le terrain. Donc on va travailler tous ensemble autour d'un cahier des charges commun, filière par filière, pour voir comment on peut travailler au niveau de la culture, qu'est-ce qu'on peut retirer. Par bassin de production aussi, on s'adapte effectivement, puisque toutes les conditions climatiques ne sont pas toujours les mêmes aussi dans toutes les régions de la France. Donc vraiment, on se met tous autour de la table et on travaille sur cet axe-là pour voir comment on peut avancer sur le sujet. Certification privée, cahier des charges, et vous avez la possibilité de communiquer auprès du grand public. Non mais est-ce qu'on ne va pas perdre notre consommateur qui ne connaît que le bio, et encore tout au plus? Alors, c'est vrai qu'on peut penser perdre le consommateur. Aujourd'hui, je pense qu'on se cherche encore un petit peu tous. On est tous d'accord et tous alignés sur le fait qu'il faut partir se faire une agriculture plus durable, quelque chose qui est entre le conventionnel et le bio, où on va aller chercher ce qu'il y a de bien dans le conventionnel, donc quand même de la productivité, mais tout en allant récupérer ce qu'il y a de bien dans le bio. Donc là, sur l'aspect biodiversité, sur l'aspect réduction des intrants. Et voilà, chercher quelque chose de durable. Donc
Donc tout le monde est aligné pour aller sur cette troisième voie. Après, effectivement, il y a de nombreux labels qui existent aujourd'hui sur le marché. Nous, on a effectivement notre allégation cultivée sans, il y a aussi le zéro résidu, etc. Bon, je pense qu'il faut qu'on travaille après de manière commune aussi, tous ensemble, pour aller vers quelque chose peut-être de plus grand et qui puisse parler aux consommateurs. Et vous savez que le ministère, notamment, mais la profession agricole, pousse le HVE. Est-ce que ce n'est pas le HVE qui doit faire l'union sacrée pour parler aux consommateurs ? Compliqué comme question. Oui. Hein. Compliqué. Alors le HVE est évidemment quelque chose de très bien. Aujourd'hui, nous, on est, il y a 3 niveaux dans la certification environnementale, le HVE étant le dernier. Nous, sur nos cahiers des charges, en tout cas à notre marque, on est reconnu au niveau, on a une équivalence au niveau de la certification environnementale de niveau 2. Le HVE, qui est le niveau supérieur, est évidemment très intéressant et on encourage évidemment tous nos producteurs et nos fournisseurs qui souhaitent y aller à y aller. Après, on n'a pas, très honnêtement, encore défini de feuille de route. C'est encore un peu complexe. Je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table pour prendre une décision et voir vers quel axe commun on peut éventuellement y aller. Mais évidemment, le HVE pourrait faire partie d'un socle ou une base commune, oui. Agréal, vous allez du producteur jusqu'au consommateur. Est-ce que vous pensez la même chose ? Oui, alors on travaille au niveau de la coopérative, justement. On a créé un groupe de travail HVE pour justement travailler ces aspects-là. Parce que au niveau des exploitations, et c'est là qu'on en parle, c'est pas juste sur une culture spécialisée, mais c'est sur l'ensemble de l'exploitation avec les différentes cultures et élevages. Donc c'est vraiment important de travailler conjointement et de se diriger tous vers la même direction, quoi. Parce que on parle du biocontrôle. Il faut le faire connaître, c'est un outil. Mais effectivement, c'est compliqué de valoriser au bout du compte si ce n'est pas suffisamment connu. Donc il y aura peut-être des questions sur la communication qu'il faut mettre en place autour du biocontrôle. Et aujourd'hui, vous savez valoriser les efforts des producteurs à quelle échelle en pourcentage ? 10, 20%? Vous êtes capable de rémunérer un peu l'effort fait par l'amont et en particulier par le producteur ? Oui, alors sur notre démarche spécifique agroécologie, oui, aujourd'hui on apporte un cost plus. Donc évidemment, il est co-construit avec les fournisseurs, il est adapté filière par filière, en fonction aussi de la marge de progrès vers laquelle ils se sont engagés. Et puis, on les rémunère, on va dire, au maximum à 15%. Alors pourquoi au maximum 15% ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas encore prêt derrière à payer aussi beaucoup plus cher et on est d'accord qu'aujourd'hui le producteur ne doit pas à lui seul supporter le surcoût lié à cette transition agroécologique. Il faut que ce soit réparti sur tous les maillons de la chaîne. Donc nous, on va aller acheter plus cher. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller sur quelque chose de vraiment au-delà de 15% au niveau du consommateur. Mais c'est toujours des choses qu'on a en réflexion et qu'on améliore de jour en jour. Mais voilà, pour répondre à votre question. Parmi les 700 personnes qui nous suivent en direct, il y a beaucoup de représentants donc, du secteur du biocontrôle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors, qu'on a besoin d'aide sur le sujet. Alors, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est que... nous, de grande distribution, on est peut-être moins en contact avec eux aussi que ne le sont les producteurs, mais il y a une méconnaissance aussi des nouvelles solutions qui arrivent, etc. C'est quelque chose qu'il faut, je pense, améliorer. Et on a besoin d'aide sur le sujet. On a beaucoup de cultures aujourd'hui dans lesquelles on se retrouve avec des impasses. Aujourd'hui, la réglementation nous rattrape de plus en plus rapidement. On a des molécules qui sont supprimées tous les ans. Et on a beaucoup d'impasses. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aussi sur les cultures, on va dire, les filières avec des gros volumes. Mais sur les petites cultures aussi, on se heurte très vite à des impasses dans lesquelles on n'a pas encore de solution. Et puis avant, on était vraiment, et c'était dit dans la table ronde, la première table ronde de la matinée, où on avait avant une solution, enfin une problématique égale une solution. Aujourd'hui, avec les produits de biocontrôle, on ne peut plus être sur ce schéma, une problématique égale une solution. Et donc le message à passer, c'est de continuer à travailler en fait sur ce système d'approche globale, puisqu'aujourd'hui, c'est la combinaison des solutions qui va nous permettre d'avancer. Donc aussi bien repenser, pas retomber un peu dans les travers d'avant, donc une problématique, une solution, mais bien construire sous forme d'un système global. Et puis bien penser à l'accompagnement en fait derrière terrain. Aujourd'hui, on a les services techniques et les techniciens évidemment qui sont vraiment très professionnels et c'est leur cœur de leur métier d'accompagner. Mais il y a, je pense, un accompagnement aussi à penser sur le terrain. On le voit aujourd'hui, on a 25 filières, nous, en agroécologie, et c'est quelque chose qui remonte, en fait, très, très souvent de la part de nos producteurs. 25 filières en agroécologie ? Oui.
D'accord, en effet. Donc ça fait des filières à suivre. 11h30, c'est l'heure d'entendre et d'écouter vos questions. Flora, une question, s'il vous plaît. Oui, Jean-Paul, nous avons une question de la part de Johanna Courodon de l'Astrédor qui demande qu'en est-il des clients et des consommateurs, donc comment communiquer auprès de ce public sur le biocontrôle? Quelle est la meilleure façon de communiquer sur le biocontrôle auprès du grand public? Je ne sais pas, Océane. C'est vous qui êtes le plus près du grand public. Alors, nous, c'est compliqué. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on a choisi de communiquer sur nos produits via une allégation cultivé sans. En fait, je pense que parler précisément des biocontrôles ou des produits, c'est peut-être compliqué. Parler selon une allégation, quelque chose peut-être de plus vulgarisé, en fait, qui est plus adapté au langage du consommateur et plus adapté. Donc nous, on a fait le choix, effectivement, de le mettre en avant sur nos produits. Après, on essaye pas mal d'éduquer le consommateur aussi. Donc on a fait pas mal de pages sur Internet où on a expliqué qu'est-ce qu'était l'agroécologie aujourd'hui, qu'est-ce qu'était le biocontrôle, les solutions qu'on pouvait trouver. Et on est très actifs sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, sur Facebook, etc., où on a de nombreuses vidéos avec nos producteurs qui expliquent, bon ben voilà, aujourd'hui, nous on a utilisé des huiles essentielles, etc. Donc voilà, on essaye par cette approche-là, par les réseaux sociaux qui sont très dynamiques aussi aujourd'hui. Voilà, c'est les trois axes qu'on a. Vous le faites, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, honnêtement. Oui, très honnêtement, oui, ça sert à quelque chose, puisque c'est toujours bien d'éduquer le consommateur. Et on parlait des jeunes générations aujourd'hui, mais c'est les consommateurs de demain aussi. Donc c'est très très important, bien évidemment, de les éduquer et de les accompagner dans cette transition, parce que c'est pas toujours simple. Et puis c'est nécessaire. Donc oui, ça a un intérêt. Après, voilà, c'est pas toujours évident. C'est un effort qu'il faut faire. Sébastien. Oui, c'est avec une pédagogie qui utilise les différents canaux, on l'a dit, avec des inscriptions sur l'ensemble des emballages, mais également avec de la communication sur Internet, au travers des producteurs qui communiquent très bien, au travers de fermes ouvertes également, pour expliquer au plus près. Et c'est avec le travail de longue haleine qu'on arrivera à justement éduquer. Et par la transparence, ça permettra justement de passer les bons messages. Flora, pardon, Océane. Mais je voulais juste rebondir effectivement en disant que effectivement, en tant que grande distribution, on n'est peut-être pas les mieux placés aujourd'hui aussi pour communiquer sur le sujet, parce que c'est un peu toujours le grand méchant loup, la grande distribution, et effectivement, les producteurs le font très très bien aujourd'hui, et je pense qu'on a besoin d'aide de la production et un peu des grandes institutions aussi pour communiquer sur le sujet, pour faire quelque chose de Le message est passé. Flora, peut-être une autre question? Oui, une autre question de la part de Pierre S. de la société Compa qui nous dit que certains produits de biocontrôle demandent plus de passage que le conventionnel. Comment calmer les particuliers qui n'aiment plus voir de pulvérisateurs dans les parcelles des producteurs? Oui, parce que le produit biocontrôle, il faut quand même l'appliquer, il faut quand même souvent un pulvérisateur et... Je pense que c'est ce qu'on a dit, il faut expliquer, enseigner. Après, c'est vraiment de la communication pour dire auquel pulvérisateur il est là, mais pourquoi je l'utilise. Peut-être plus parce que justement c'est moins efficace, mais c'est avec des produits de biocontrôle qui permettent de lutter contre les ravageurs, les maladies, de manière efficace, mais de manière plus nombreuses. Mais c'est vrai que les médias ont tellement communiqué avec pulvérisateur égale danger qu'aujourd'hui c'est compliqué. Enfin, il y a des riverains qui réagissent. Oui, nous, on a des producteurs qui mettent des panneaux en bordure de leur champ en expliquant, voilà, ici on cultive selon les principes de l'agroécologie, etc. On en a certains qui ont un voisinage très proche et donc ils font l'effort d'aller les voir pour leur expliquer, etc. Dans nos cahiers des charges, on essaye de mettre en place des bonnes pratiques de bon voisinage aussi. Mais effectivement, ça passera que par l'explication, la pédagogie, les visites en production. Enfin, voilà, je pense que c'est... Communiquons. Justement, Flora, est-ce qu'il y a une question? Oui, une question également par rapport à le biocontrôle comme outil marketing de la part d'Aurélien Flon, étudiant ingénieur. Voilà, il nous dit le biocontrôle sera un bon outil marketing pour les grandes enseignes. Cela s'inscrirait dans une logique de transition écologique et alimentaire de plus en plus importante pour le consommateur. Avez-vous effectué des campagnes publicitaires dans ce sens? Bon, ça rejoint déjà ce que vous avez évoqué.
Oui, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on a eu 2 campagnes publicitaires aussi cette année, en plus des réseaux sociaux. Une sur le kiwi et une sur la pomme, où on explique voilà, ce qu'est l'agroécologie. Et on a aussi un partenariat avec L'Amour est dans le pré, donc pour les personnes qui regardent l'émission, voilà, en fait, en encadrant l'émission ou aussi au cours de la journée, on a plusieurs producteurs de la marque Filière Qualité Carrefour, dont un producteur de pommes, qui explique en fait l'agroécologie et l'utilisation la baisse de réduction des produits phyto. Donc oui, on a quelques campagnes publicitaires en cours. Flora, une autre question? Là, nous n'en avons pas concernant cette séquence. Alors moi j'ai justement une question à vous poser. Pourquoi on n'amène pas plus de grand public, de consommateurs dans les champs aujourd'hui? Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Ça pourrait être des formes aussi de tisser des liens. On a l'impression que vous communiquez toujours en masse. Non, c'est prévu. En fait, la crise sanitaire a fait que tout a été reporté, mais en fait déjà dès l'année dernière, on avait prévu de faire justement des visites producteurs, donc avec les meilleurs clients de certains magasins, etc. On avait prévu de faire cette rencontre qui est évidemment très enrichissante. Bon, donc c'est fait, c'est dans les tuyaux. On attend juste que la crise sanitaire nous permette de réaliser plus facilement. Sébastien? Alors on le fait depuis de nombreuses années avec nos clients. On a parlé de McDonald's, on parle beaucoup en filière. Et au cours d'une journée, on aime bien faire le champ, nos usines, là où on prépare les produits, jusqu'au restaurant pour expliquer le cheminement du produit et tout le travail qui est fait, parce que le consommateur est friand justement de voir tout le travail qui est fait au niveau du producteur, mais également à l'ensemble des échelons. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Océane, Daphné, Sébastien, merci beaucoup. Et puis, juste, on va élargir à nouveau le champ de vision. On va partir à nouveau en Espagne pour voir un peu la certification zéro résidu. Côté espagnol, ça signifie quoi? Avec Estefania Inareros, justement, qui est directrice d'IBMA Espagne Top Image. Que signifie la certification zéro résidu? La certification zéro résidu est une norme qui vise à favoriser une agriculture sans résidus de produits phytosanitaires. C'est ce que nous appelons en Espagne le zéro résidu, mais elle n'a aucune valeur réglementaire. Quels sont les secteurs concernés? Ces certifications s'appliquent à la quasi-totalité des fruits et légumes. Il s'agit de certifications qui sont imposées par la grande distribution. Ces supermarchés sont très exigeants et n'hésitent pas à poser des cadres de certification très stricts. La plupart des grands magasins de distribution alimentaire disposent eux-mêmes de leur propre certification. Comment cette certification est-elle mise en avant? Elle est mise en avant auprès du consommateur final avec des arguments environnementaux. Les produits qui sont soumis à ce type de certification reçoivent une étiquette qui indique zéro résidu. C'est une forme très simple d'accrocher l'œil du consommateur. Le consommateur va mieux comprendre ce concept d'environnement que les concepts de protection intégrée ou d'agriculture écologique. Quelle place occupe le biocontrôle? Il n'y a pas réellement de chiffres disponibles, mais je peux vous assurer que le biocontrôle est extrêmement présent. Sa place est centrale dans l'obtention de certification zéro résidu. Quel avenir pour le biocontrôle? Ici en Espagne, il s'agit davantage d'une politique européenne qui mène une stratégie avec du moins chimique et davantage de bio. Les consommateurs vont donc demander la même chose. À court et moyen terme, le biocontrôle va prendre plus de place, sachant que des actions de communication sont menées en direction du consommateur final. De plus en plus de techniciens sont également formés à l'utilisation de ces produits. Voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette émission et on a le plaisir d'avoir avec nous en visio Julien de Normandie, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Je vous entends très bien, et vous-même. Merci à vous d'être avec nous. Vous savez, il y a 700 personnes qui vous écoutent actuellement, qui sont intéressées par toute la thématique du biocontrôle. Et j'ai une question à vous poser. Quelle est la grande priorité de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, qui a été dévoilée au mois de novembre dernier? Et puis la mise en œuvre va s'échelonner au cours des 5 prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Avec grand plaisir. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. J'ai eu l'occasion d'entendre une partie de cette dernière table ronde et je voudrais saluer la qualité
des propos tenus. Moi, je suis vraiment très content de participer à ces 7e rencontres annuelles, tout simplement parce que, en tant qu'ingénieur agronome, je crois profondément au biocontrôle. C'est des pratiques que je connais depuis longtemps, qui, je crois, sont particulièrement pertinentes par rapport à une vision de l'agriculture, une agriculture fondée sur les pratiques culturelles, et on sait ô combien le biocontrôle est parfois compliqué. Le biocontrôle, c'est l'alchimie entre un comportement culturel et une maîtrise de la cinétique des populations qui sont présentes sur nos cultures. Et puis on sait aussi que le biocontrôle, c'est un des éléments permettant d'atteindre une certaine vision politique, vision agricole, vision pour regagner notre souveraineté. Vous connaissez mon attachement à cette souveraineté agricole et agroalimentaire, et cette souveraineté, elle nécessite de dépasser un certain nombre de dépendances que nous avons aujourd'hui, et notamment réduire nos intrants, évidemment. Et donc la question fondamentale qui nous est posée, ce n'est pas de savoir si oui ou non je crois dans le biocontrôle, j'y crois profondément, c'est de savoir comment on fait pour aider la filière du biocontrôle. Et c'est aujourd'hui, on le sait, une filière en plein essor. Quand je prends simplement quelques chiffres, mais vous l'avez dit depuis ce matin, les ventes ont plus que doublé en 10 ans. Et pour autant, on sait qu'aujourd'hui, il y a moins de 15% des usages agricoles couverts par des solutions de biocontrôle. Donc on a à la fois un essor, mais en même temps, on a de nombreux défis. Et donc la question, c'est comment on fait pour aider, nous, gouvernement, la filière. C'était tout le sens, et vous l'avez dit, de la stratégie nationale biocontrôle qu'on a déployée depuis le 10 novembre dernier, qui était d'ailleurs une demande des parlementaires, puisque c'était inclus dans la loi Egalim que vous connaissez. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, la première chose, c'est que cette stratégie nationale, elle doit reposer sur un certain nombre d'acquis que nous devons consolider. On sait par exemple que depuis 2014, le biocontrôle fait l'objet d'un soutien financier constant et dynamique à travers les crédits CASDAR, les dispositifs Ecophyto, à travers l'ADEME, à travers le grand plan d'investissement. Ça, il faut le consolider. Le deuxième élément, c'est qu'on sait qu'il y a des exemptions, des allègements par rapport au régime applicable aux produits conventionnels. Et ça, c'est très bien, il faut aussi le consolider. Et la dernière table ronde a montré toute l'importance du sujet. Mais au-delà de ces consolidations, il faut voir comment on va plus loin. Et c'est ça le cœur de cette stratégie nationale. Et je voudrais insister sur quelques points là-dessus. D'abord, pour moi, il y a vraiment le soutien à la recherche et à l'innovation. Je pense que cette recherche, elle doit être soutenue pour accompagner les entreprises dans le développement d'un plus grand nombre de solutions efficaces. Ça veut dire, d'une part, consolider ce que je viens d'expliquer sur le CASDAR, Ecophyto, l'ADEME et le grand plan d'investissement. Ça veut dire aussi utiliser France Relance, vous savez, ce fameux plan de relance. Et c'est pour ça, par exemple, dans France Relance, on finance des agroéquipements. Mais j'ai décidé qu'au-delà du financement des agroéquipements, on allait mettre en place un accélérateur pour les entreprises de biocontrôle et d'agroéquipement. Cet accélérateur, c'est 15 millions d'euros de subventions pour déterminer quelles sont les solutions à même d'être développées par les filières et ensuite proposées à l'ensemble de nos agriculteurs. Je pense aussi, deuxième exemple, dans cet accompagnement, au dispositif qu'on a créé, qui est en cours de finalisation avec BPI France, pour pouvoir apporter un appui réglementaire aux industriels afin d'élaborer des solides et concrètes stratégies de développement. Là aussi, c'est du très pratico-pratique, mais je pense qu'il faut partir des utilisateurs et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Premier axe d'accélération. Deuxième axe d'accélération, c'est continuer à simplifier la réglementation. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Beaucoup a déjà été fait, vous l'avez dit. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Ça veut dire, par exemple, consolider la définition des produits de biocontrôle en tenant compte notamment des différents risques et des évaluations et expérimentations déjà faites sur le territoire. Et à ce titre, là aussi, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai une approche très pragmatique. N'hésitez pas à nous faire remonter toutes les difficultés que vous pouvez avoir. C'est comme ça qu'on avance. L'État est aux côtés des filières pour
libérer les filières lorsqu'elles en ont besoin d'un certain nombre de carcans. Deuxième axe. Troisième axe, je pense qu'il y a une question d'appropriation des stratégies et des pratiques de biocontrôle que nous devons porter et être à côté de nos agriculteurs. Je crois que c'est fondamental. C'est pour eux que nous développons toutes ces stratégies et nous devons être à leur côté. Il faut s'appuyer évidemment sur les professionnels, il faut s'appuyer sur les acteurs qui sont au plus proches des agriculteurs sur notre territoire. Je pense notamment au rôle des chambres d'agriculture avec qui nous travaillons énormément sur ce sujet, au rôle des coopératives et puis au rôle des professionnels de l'ensemble de la filière. Ça passe par exemple par des référentiels de formation qui doivent être proposés ou adaptés. Ça passe par cet accompagnement au jour le jour. Et je crois que cet accompagnement, il doit jamais perdre de vue deux choses. La première, c'est, on parle là de pratiques, notamment de pratiques culturelles. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des pratiques culturelles qui parfois sont compliquées. Parce que quand il s'agit de développer du biocontrôle, il faut savoir gérer les cinétiques de développement des populations. C'est pas toujours évident. Mais c'est quelque chose qui doit pouvoir être fait. Ça doit passer aussi par des investissements. Comment on gère par exemple ces cinétiques? Ici, en plantant un certain nombre, ce qu'on appelle d'infrastructures environnementales, comme des haies, par exemple, pour ne citer qu'elles, songez que dans le plan de relance, on va financer à hauteur de 50 millions d'euros, 7000 kilomètres de haies, mais ça ne va pas se faire comme ça se fait en lien et avec les agriculteurs, en les accompagnant. Et puis le deuxième élément, et votre table ronde l'a très bien montré, il y a un sujet de création de valeur. Il faut que le biocontrôle soit associé à de la création de valeur. Et moi, je pense qu'un des défauts, si on se fait une rétrospective de ces dernières années, un des défauts qui a été le nôtre, que ce soit dans le biocontrôle ou dans d'autres filières, c'est la question de l'abandon de cette stratégie de création de valeur trop souvent. Or, toute transition, plus on crée de la valeur avec cette transition, plus les transitions seront rapides. Aujourd'hui, comment on crée de la valeur vis-à-vis des solutions de biocontrôle? Ça veut dire expliciter aux consommateurs ces pratiques culturelles et réussir à les valoriser. Et vous l'avez dit tout à l'heure, moi je crois beaucoup au lien direct entre l'agriculteur et le consommateur. Je vous donne un exemple. On développe depuis maintenant quelques semaines, une grande stratégie au bénéfice des produits frais, des produits locaux, une stratégie où on permet à chacun d'aller directement sur les points de vente à la ferme, aux producteurs, etc. C'est autant d'occasions d'un échange entre l'agriculteur et le consommateur sur les pratiques de chacun. Et parfois tuer d'ailleurs des idées préconçues que beaucoup ont sur nos modèles agricoles ou que certains stigmatisent s'agissant du volet de notre agriculture. Et donc, ce volet d'accompagnement avec, 1, les formations, 2, l'accès et les pratiques culturelles, et 3, la création de valeur me paraissent extrêmement importants. C'est le troisième axe que nous déployons aujourd'hui. Il y a enfin un dernier axe extrêmement important, c'est l'échelon européen. C'est d'autant plus important que nous sommes aujourd'hui en train de négocier la finalisation de la nouvelle politique agricole commune, avec des dispositifs importants qui vont accompagner nos modèles agricoles. Je pense par exemple aux éco-schémas pour celles et ceux qui sont initiés à ces sujets. Il y a également des objectifs qu'on s'est fixés au niveau européen. Je pense évidemment au Green Deal, qui doit favoriser d'ailleurs d'une certaine manière des solutions telles que le biocontrôle. Ce ne sont pas les seules solutions, mais enfin ça fait partie des solutions. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui la notion de biocontrôle, elle peine à être reconnue au sein de l'Union européenne. Il y a des développements de politiques publiques qui ont été faits dans un certain nombre de pays européens, mais la notion même de biocontrôle, elle peine à être reconnue au niveau européen. Et donc, il faut qu'on travaille, et je pense que maintenant le contexte y est favorable, à cette reconnaissance du biocontrôle au niveau européen. Ça veut dire en faire un sujet dans les différents échanges avec les collègues européens, que la profession en fasse aussi un sujet avec leurs collègues européens. Et là où je vois que les choses commencent à bouger, c'est qu'il y a d'ailleurs un groupe de travail européen spécialisé
qui est en charge de redéfinir des règles applicables aux homologations des substances naturelles, en particulier les micro-organismes et donc le biocontrôle. Tout cela va dans le bon sens. Donc vous voyez aujourd'hui, je pense qu'on a un contexte qui est favorable pour avancer sur ces sujets. En tout cas, soyez assurés de ma détermination. Moi, je crois beaucoup à ces solutions de biocontrôle et je voulais, par ces 4 principaux axes, vous expliciter en quoi cette stratégie nationale du biocontrôle qu'on a annoncée le 20 novembre dernier, que nous sommes en train de déployer, est une belle opportunité. Et vraiment, en vous remerciant pour ce que vous faites au quotidien et vous dire que je suis à vos côtés. Monsieur le ministre, merci. Je sais que vous avez un rendez-vous à 11h50. Nous sommes en plateau avec Céline Barthé et Stéphane Layani. Nous allons continuer justement à faire cette conclusion. Merci à vous et bonne réunion suivante. Merci. Je suis confus de devoir vous quitter, mais je suis à l'Assemblée nationale sur des projets de loi. Et comme vous le savez, les ministres se doivent de répondre à l'invitation des parlementaires. C'est un beau principe de notre démocratie. Et donc, je suis sûr que vous comprendrez que je dois partir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Céline Barthé, juste, s'il y a une idée que vous retenez de toutes ces tables rondes, de tous ces échanges de ce matin, des questions posées par le public qui nous a suivis, ça serait quoi ? Question un petit peu difficile pour synthétiser en quelques mots la richesse des échanges qu'il y a pu y avoir tout au long de cette matinée. Mais enfin, si on essaie de reboucler peut-être sur la question de départ, comment atteindre ces 30%, moi je retiendrai surtout à l'échelon national pérenniser le système qui existe. Monsieur le ministre vient de le dire, l'échelon européen avec une définition européenne nécessaire à installer et à pérenniser de la même façon. Et puis effectivement, si je rebondis sur la dernière table ronde, on sent qu'il y a encore tout un effort d'information à faire tant au niveau des filières aval sur le biocontrôle qui est peut-être encore un petit peu méconnu et se projeter même encore plus loin jusqu'aux consommateurs, ce qui permettra vraiment à ce moment-là de bien faire connaître nos solutions et de peut-être aussi mieux les valoriser auprès des agriculteurs. Stéphane Layani, donc vous avez suivi ces tables rondes. Le mot de conclusion est pour vous. J'ai mieux compris ce qu'était le biocontrôle. Et franchement, c'est très intéressant. Pour moi, je retiendrai 3 choses. D'abord, il est indispensable qu'on comprenne qu'on est face à une véritable transition agroécologique. Je ne dis pas qu'on règle, ça n'a rien à voir d'ailleurs, le problème du glyphosate en faisant ça. Mais on est devant une transition qui est irrépressible. Et moi, je pense que c'est très important que toute la chaîne agroalimentaire bascule en même temps. C'est-à-dire que les agriculteurs comprennent qu'ils ont besoin de passer au biocontrôle. C'est pas toujours évident, surtout quand on doit mixer des produits différents, des produits conventionnels et des produits de biocontrôle. Par exemple, dans les étapes de formation de la plante. Deuxième chose très importante, c'est que, évidemment, on a besoin des chambres d'agriculture. C'est ce que vient de dire le ministre en parlant de cinétique des populations. C'est que c'est affaire de comportement, et ces affaires de comportement, elles doivent être gérées au plus près du terrain. Avec le conseil, bien sûr, mais aussi avec les chambres d'agriculture. Et la troisième chose qui me paraît vraiment importante, c'est qu'il faut faire comprendre maintenant au consommateur final que les produits qui sont faits avec du biocontrôle, intégralement ou pas, sont meilleurs pour la santé. Un produit qui aura été traité avec du phosphate, par exemple, ou avec du cuivre, c'est quand même mieux qu'un produit chimique. D'abord parce qu'il se dégrade ensuite naturellement dans l'environnement. Et donc, moi je pense, et je ne sais pas si la présidente, chère Céline, est d'accord, il manque un label. Il faut faire savoir au consommateur final qu'un produit a été produit avec des micro-organismes, avec des produits de biocontrôle, avec des produits chimiques naturels comme le soufre ou comme le cuivre. Et donc ça, c'est très important de mieux communiquer. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui sur cette question. Et pour ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant cette émission, cher Jean-Paul. Stéphane Layani, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente du marché international de Rungis. Rungis est prêt à aider Céline Barthé. Bon, je prends note.
Et Jean-Paul, si vous me permettez, j'ai oublié quand même de donner rendez-vous à nos spectateurs. Alors, c'est à long terme, mais le 25 janvier prochain, nous vous donnons rendez-vous pour nos 8e rencontres. En présentiel cette fois-ci, je l'espère. On espère, on le croit vraiment et on croise les doigts. Merci à vous, Stéphane Laïani, président du marché international de Rungis. Merci à vous, Céline Barthé, présidente d'IBMA France. Et puis surtout, merci à vous, tous les participants de cette émission, et puis à vous qui nous avez suivis donc, durant ces 2 heures d'émission. Et je vous dis à très bientôt.